Des brutes ont déchiré son blouson, sa claque de karaté, les a laissés muets. Léa Nakamura avait toujours été le genre de personne qui préférait l'ombre au projecteur. Au lycée Jules Ferry à Lyon, elle se déplaçait dans les couloirs comme un fantôme, sa silhouette menue se faisant à peine remarquer parmi le flot d'élèves se précipitant entre les cours. Ses cheveux noirs pendaient en rideaux droits autour de son visage, et ses yeux sombres croisaient rarement le regard de quelqu'un d'autre pendant plus d'une seconde fugitive. Elle portait des pulls trop grands qui semblaient l'engloutir entièrement, et ses baskets usées ne faisaient aucun bruit sur le sol en linoléum poli. Les autres élèves de Jules Ferry remarquaient à peine son existence, ce qui était exactement ce que Léa préférait. Elle avait été transférée à l'école il y a 3 mois, lorsque le travail de son père avait relocalisé leur famille depuis Marseille, et elle avait travaillé dur pour maintenir son invisibilité. Pendant le déjeuner, elle s'asseyait seule à une table d'angle à la cantine, mangeant méthodiquement son bento fait maison tout en lisant des romans de poche. En classe, elle prenait des notes méticuleuses mais ne levait jamais la main pour parler, sauf si un professeur l'interpellait directement. Ce que personne de ses camarades de classe ne savait, c'est que Léa étudiait le karaté Shotokan depuis l'âge de 6 ans. Son sensei, là-bas à Marseille, l'avait préparée pour des compétitions nationales et elle avait obtenu sa ceinture noire juste avant le déménagement à Lyon. Les callosités sur ses jointures et la définition subtile de ses bras étaient cachées sous ses vêtements amples, et elle avait pris la décision consciente de ne mentionner son passé en arts martiaux à personne dans sa nouvelle école. Ses parents lui avaient toujours appris que la vraie force venait de la retenue, et elle croyait que ses compétences ne devaient être utilisées que pour la protection, jamais pour l'agression. Cette philosophie de force tranquille allait être mise à l'épreuve d'une manière que Léa n'avait jamais imaginée. Le premier signe de problème est survenu un mardi matin en octobre. Léa se dirigeait vers son casier lorsqu'elle a senti une forte poussée entre ses omoplates. Elle a trébuché vers l'avant, ses livres se sont éparpillés sur le sol et elle a entendu le son indubitable d'un rire moqueur derrière elle. Quand elle s'est retournée, elle a vu 3 élèves debout avec des sourires narquois sur leur visage. Le chef du groupe était un grand garçon athlétique nommé Théo Dubois. Il avait le genre de confiance insolente qui vient du fait d'être le star de l'équipe de rugby du lycée, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui semblait gravé à jamais dans l'arrogance. Son blouson de l'équipe était ouvert sur un t-shirt moulant qui mettait en valeur sa musculature, et il se tenait les mains sur les hanches comme s'il possédait tout le couloir. À ses côtés se trouvaient ses 2 amis les plus proches et coéquipiers. À sa gauche se tenait Maxime Petit, un garçon trapu avec des cheveux bruns coupés courts et de petits yeux méchants qui semblaient apprécier l'inconfort des autres. Il était plus petit que Théo, mais compensait cela par un comportement agressif et une tendance à faire craquer ses doigts lorsqu'il cherchait les ennuis. À la droite de Théo se trouvait Lucas Martin, un grand roux dégingandé avec des taches de rousseur et un rire nerveux qu'il utilisait pour ponctuer les commentaires cruels de ses amis. Lucas était clairement le suiveur du groupe, cherchant toujours l'approbation de Théo avant de parler ou d'agir. « Oups !» a dit Théo avec une innocence exagérée, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Désolé pour ça, la nouvelle. Peut-être que tu devrais regarder où tu vas. » Maxime a ricané et a ajouté « Ouais, peut-être que si tu n'étais pas tout le temps plongé dans ces bouquins bizarres, tu verrais ce qui arrive. » Le rire nerveux de Lucas a résonné dans le couloir, alors que d'autres élèves commençaient à remarquer l'agitation. Certains se sont arrêtés pour regarder, leurs expressions allant de la curiosité à l'inconfort. Mais aucun d'eux n'a fait le moindre geste pour aider. Quelques professeurs étaient visibles au loin, mais ils semblaient inconscients de ce qui se passait, concentrés sur leurs propres conversations et routines matinales. Léa a senti son visage rougir d'embarras alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser ses livres éparpillés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle atteignait son manuel de chimie qui avait atterri près des baskets chères de Théo.
Elle pouvait sentir les yeux de dizaines d'élèves sur elle, et le poids de leurs regards lui tordait l'estomac d'anxiété. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du couloir. « Je ne voulais pas te gêner. » Le sourire de Théo s'est élargi et Léa a réalisé avec un serrement de cœur que ses excuses n'avaient fait qu'empirer les choses. Elle avait montré de la faiblesse, et les prédateurs comme Théo Dubois pouvaient sentir la peur à des kilomètres à la ronde. « Vous avez entendu ça ?» a annoncé Théo à ses amis, sa voix assez forte pour attirer encore plus d'attention. « Elle est désolée de me gêner. C'est vraiment attentionné de ta part, la chinoise. » L'insulte raciale a frappé Léa comme un coup physique et elle a senti ses joues brûler de honte et de colère. Elle voulait se lever et le corriger, lui dire qu'elle était d'origine japonaise par sa mère et que son ignorance était flagrante. Mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle a serré ses livres plus fort et a essayé de disparaître en elle-même. En fait, je pense qu'elle est peut-être une de ces réfugiées vietnamiennes, a renchéri Maxime, sa voix remplie d'une fausse curiosité. Mon père dit qu'il y en a partout à Paris maintenant. Lucas a ri de nouveau son rire nerveux et a ajouté « Peut-être qu'elle ne parle pas français. Cela expliquerait pourquoi elle est si silencieuse tout le temps. » La foule de spectateurs s'était agrandie et Léa pouvait entendre des chuchotements et des rires des élèves qui s'étaient rassemblés pour assister à son humiliation. Elle se sentait complètement seule à ce moment-là, entourée de gens, mais totalement isolée par leur cruauté et leur indifférence. « Laissez-la tranquille, Théo. » La voix venait de derrière Léa, et elle s'est retournée pour voir une fille aux yeux marrons chaleureux et aux cheveux auburn mi-longs s'avancer. Elle s'appelait Emma Rodriguez, et elle était dans la classe de littérature de Léa. Emma était jolie d'une manière discrète, avec un sourire gentil et une confiance qui semblait rayonner de l'intérieur. Elle portait un t-shirt de groupe vintage et un jean foncé, et elle se tenait avec l'assurance facile de quelqu'un qui était à l'aise dans sa propre peau. « Qu'est-ce que ça peut te faire, Rodriguez ?» a demandé Théo, son ton devenant plus agressif. « Ça ne te regarde pas. » Emma s'est approchée de Léa et l'a aidée à ramasser le reste de ses livres. « En fait, ça me regarde. Léa est dans ma classe de littérature et c'est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Peut-être que tu devrais essayer de lire un livre de temps en temps au lieu de t'en prendre aux gens qui utilisent réellement leur cerveau. » La foule a murmuré avec appréciation devant la réplique d'Emma, et Léa a senti un frisson de gratitude dans sa poitrine. Personne ne l'avait jamais défendue de cette façon auparavant, et le fait qu'Emma connaisse même son nom lui a procuré une sensation chaleureuse dans tout son corps. Le visage de Théo s'est assombri de colère, et pendant un instant, Léa a pensé qu'il pourrait réellement frapper Emma. Ses poings se sont serrés à ses côtés et sa mâchoire s'est crispée d'une rage à peine contrôlée. Mais ensuite, il a semblé se souvenir où il était et qui regardait, et son expression est revenue à son sourire arrogant habituel. « N'importe quoi !» a-t-il dit avec un geste de la main dédaigneux. « Allez les gars, on va être en retard pour la première heure. » Alors que les trois garçons s'éloignaient, Théo a crié par-dessus son épaule. « À plus tard, la chinoise, essaie de ne pas gêner les gens. » La foule a commencé à se disperser et Léa s'est finalement autorisée à respirer normalement de nouveau. Emma se tenait à côté d'elle, son expression inquiète et compatissante. « Tu vas bien ?» a demandé Emma, sa voix douce mais forte. « Ces mecs sont des crétins finis. Tu ne devrais pas les laisser t'atteindre. » Léa a hoché la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre si elle allait réellement bien ou si elle faisait juste semblant. « Merci », a-t-elle dit doucement. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Emma a souri et a haussé les épaules. « Si je devais, personne ne mérite d'être traité comme ça, surtout pas par des hommes de Cro-Magnon comme Théo Dubois. » Elles ont marché ensemble vers leur casier, et Léa s'est surprise à jeter des coups d'œil au profil d'Emma. Il y avait quelque chose chez sa nouvelle amie qui la faisait se sentir plus en sécurité, comme si la présence d'Emma créait une bulle protectrice autour d'elles deux.
Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Jules Ferry, Léa avait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui se souciait réellement d'elle en tant que personne. Mais alors qu'elles se séparaient pour aller à leurs cours respectifs, Léa ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que sa rencontre avec Théo Dubois était loin d'être terminée. Elle avait vu le regard dans ses yeux quand Emma l'avait défiée, et elle savait que les brutes comme lui n'abandonnaient pas et ne passaient pas à autre chose. Ils passaient à l'étape supérieure. Elle avait raison. Au cours des semaines suivantes, Théo et ses amis ont fait de la vie de Léa un véritable enfer. Il semblait avoir une capacité étrange à la trouver dans les moments les plus vulnérables, frappant quand elle était seule et sans défense. À la cantine, il la heurtait accidentellement, alors qu'elle portait son plateau de déjeuner, faisant voler sa nourriture à travers le sol. Dans les couloirs, il faisait tomber les livres de ses mains, ou lui marchait sur les pieds en passant. Pendant le cours de sport, il lui lançait des ballons de dodgeball avec une force inutile, riant alors qu'elle trébuchait et tombait. Le pire, c'est qu'ils étaient intelligents à ce sujet. Leurs attaques semblaient toujours accidentelles aux yeux des adultes qui pouvaient regarder, et ils étaient rapides à offrir de fausses excuses qui trompaient les professeurs, mais pas Léa. Elle savait que chaque accident était soigneusement planifié et exécuté, conçu pour maximiser son humiliation tout en minimisant leur risque de se faire prendre. Léa se retrouvait à redouter l'école chaque matin, son estomac se tordant d'anxiété alors qu'elle franchissait les portes d'entrée du lycée Jules Ferry. Elle a commencé à emprunter différents itinéraires pour se rendre à ses cours, essayant d'éviter les zones où Théo et ses amis aimaient se rassembler. Elle déjeunait à la bibliothèque au lieu de la cantine et elle s'attardait dans les salles de classe après la sonnerie, espérant éviter le chaos des couloirs. Mais peu importe ses efforts pour rester invisible, il la trouvait toujours. La situation a atteint un nouveau niveau de cruauté par un froid matin de novembre lorsque Léa se rendait à son casier avant la première heure. Elle portait son blouson préféré, une pièce en jean vintage qui avait appartenu à sa grand-mère au Japon. C'était l'une des rares choses qu'elle avait qui la reliait à son héritage, et elle la chérissait malgré son aspect usé et ses bords effilochés. Alors qu'elle se penchait pour récupérer un livre de son casier, elle a senti quelqu'un saisir l'arrière de son blouson. Avant qu'elle puisse réagir, elle a entendu le bruit du tissu qui se déchirait et soudain, elle était tirée en arrière. Elle s'est retournée pour voir Théo Dubois tenant un grand morceau de la manche de son blouson, son visage tordu d'une fausse inquiétude. « Oh non !» a-t-il dit d'une voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « On dirait que ton blouson s'est déchiré. C'est ce qui arrive quand on achète des vêtements dans les friperies, je suppose. » Maxime et Lucas se tenaient derrière lui, tous les deux souriant avec une cruelle satisfaction. Maxime tenait un autre morceau du tissu du blouson, et Lucas atteignait déjà les fils restants qui pendaient de l'épaule de Léa. « S'il te plaît, » a murmuré Léa, sa voix brisée par l'émotion. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Il appartenait à ma grand-mère. » Le sourire de Théo s'est élargi devant le désespoir dans sa voix. « Oh, c'est un héritage familial, c'est encore plus pathétique. Ta grand-mère l'a eu dans un camp de réfugiés. » Le commentaire raciste a frappé Léa comme une gifle, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était de regarder le blouson de sa grand-mère se faire détruire devant ses yeux. Elle a senti des larmes monter dans ses yeux, et elle savait qu'une fois qu'elle commencerait à couler, son humiliation serait complète. « Arrêtez !» La voix d'Emma a traversé la foule de spectateurs comme une épée, et soudain, elle était là, se tenant entre Léa et ses bourreaux. Son visage était rouge de colère et ses mains étaient serrées en poing à ses côtés. « Vous êtes dégoûtants, » a dit Emma, sa voix tremblant de rage. « Tous les trois. Comment pouvez-vous simplement rester là et détruire la propriété de quelqu'un comme ça ?» L'expression de Théo s'est durcie et Léa a pu voir que l'intervention d'Emma l'avait poussé au-delà de son point de rupture. Il s'est approché d'Emma, utilisant sa taille et son volume pour essayer de l'intimider. « Tu sais quoi, Rodriguez ?
Tu commences vraiment à m'énerver. Peut-être que tu devrais apprendre à te mêler de tes affaires. » Emma a tenu bon, refusant d'être intimidée. « Et peut-être que tu devrais apprendre à t'en prendre à quelqu'un de ta taille. » La foule autour d'eux était devenue silencieuse, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Même le bavardage et le bruit habituel du couloir semblaient s'estomper, ne laissant que le bruit de la respiration et le bourdonnement lointain des lumières fluorescentes. Théo a tendu la main et a saisi le poignet d'Emma, sa prise étant assez serrée pour laisser des marques. « Je pense qu'il est temps que quelqu'un t'apprenne une leçon de respect. » C'est à ce moment-là que quelque chose à l'intérieur de Léa a finalement craqué. On lui avait enseigné toute sa vie que la violence n'était jamais la solution, que la vraie force venait de la retenue et de la maîtrise de soi. Son sensei avait insisté sur l'importance d'utiliser ses compétences uniquement pour la protection, jamais pour l'agression ou la vengeance. Mais en regardant Théo Dubois saisir le poignet d'Emma, en voyant la peur traverser le visage de son ami, Léa a réalisé que parfois, la protection exigeait de l'action. « Lâche-la !» La voix de Léa était calme, mais il y avait quelque chose dans son ton qui a fait que tout le monde dans le couloir s'est tourné pour la regarder. Elle se tenait plus droite que personne ne l'avait jamais vue se tenir, les épaules en arrière et le menton levé. Les larmes avaient séché sur ses joues et ses yeux sombres brillaient d'un feu que personne d'eux n'avait jamais vu auparavant. Théo a ri, mais il y avait un soupçon d'incertitude dans sa voix. « Qu'est-ce que tu vas faire? La Chinoise va me faire du kung-fu ?» J'ai dit « lâche-la ». Cette fois, la voix de Léa était plus forte, plus autoritaire. Elle a fait un pas en avant et quelque chose dans son mouvement a fait instinctivement reculer Théo. Il tenait toujours le poignet d'Emma, mais sa prise s'était légèrement relâchée. « Tu sais quoi ?» a dit Théo, sa voix devenant plus forte alors qu'il essayait de reprendre le contrôle de la situation. « Je pense que vous deux, les phénomènes, vous devez apprendre votre place. » Il a poussé Emma fort, la faisant trébucher en arrière dans une rangée de casiers. Le bruit de son corps heurtant les portes en métal a résonné dans le couloir et Léa a entendu Emma haleter de douleur alors qu'elle glissait jusqu'au sol. C'est à ce moment-là que la maîtrise de soi de Léa a finalement disparu complètement. Elle s'est déplacée avec une vitesse et une précision qui ont choqué tous ceux qui regardaient. Un instant, elle se tenait à 1 mètre de Théo et l'instant suivant, elle était directement devant lui, sa main droite jaillissant dans une frappe fulgurante qui l'a attrapé au plexus solaire. Théo s'est plié en deux, haletant, son visage devenant rouge alors qu'il luttait pour respirer. Avant qu'il puisse se remettre, la main gauche de Léa s'est levée dans un uppercut parfait qui a touché son menton. La tête de Théo a basculé en arrière et ses yeux se sont écarquillés de choc et de douleur. Il a trébuché en arrière, ses mains se levant vers son visage alors que le sang commençait à couler de son nez. « T'es folle !» a commencé à dire Maxime, mais ces mots ont été coupés alors que Léa s'est retournée et a donné un coup de pied circulaire dévastateur à son abdomen. Le coup de pied a atterri avec un bruit sourd et Maxime s'est effondré sur le sol, recroquevillé en boule et gémissant. Lucas a essayé de courir, mais Léa était plus rapide. Elle l'a attrapé par le col de sa chemise et l'a fait tourner, puis a balayé ses jambes sous lui avec un balayage de pieds parfaitement exécuté. Lucas s'est écrasé sur le sol, sa tête rebondissant sur le linoléum avec un bruit qui a fait grimacer plusieurs spectateurs. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes, mais elle a semblé une éternité à tous ceux qui regardaient. Le couloir était complètement silencieux, à l'exception du bruit de la respiration laborieuse de Théo et des gémissements silencieux de Maxime. Léa se tenait au-dessus de ses bourreaux vaincus, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement alors que l'adrénaline coulait dans son système. Ses cheveux noirs étaient tombés sur son visage et ses yeux sombres brillaient toujours d'une fureur à peine contrôlée. Elle ressemblait à une personne complètement différente de la fille calme et soumise qui avait été leur victime quelques instants auparavant. Théo s'est lentement relevé,
sa main appuyée sur son nez ensanglanté. Son blouson de l'équipe était déchiré à l'épaule, et il y avait une coupure sur sa lèvre qui commençait déjà à gonfler. Il a regardé Léa avec un mélange de peur et d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas tout à fait comprendre ce qui venait de lui arriver. « Tu vas le payer pour ça », a-t-il murmuré, sa voix pâteuse de sang et de douleur. « Tu n'as aucune idée à qui tu t'attaques. » Léa a fait un pas de plus vers lui, et Théo a instinctivement reculé. Quand elle a parlé, sa voix était calme et posée, mais il y avait un sous-ton d'acier qui a fait que tout le monde dans le couloir a prêté attention. « Non », a-t-elle dit doucement, « vous n'avez aucune idée à qui vous vous êtes attaqué. Je m'entraîne au karaté depuis l'âge de 6 ans, et je me suis retenue parce qu'on m'a appris que la violence ne devait être utilisée que pour la protection. Mais vous venez de menacer mon ami, et ça change tout. » Elle a fait une pause, ses yeux ne quittant jamais le visage de Théo. « Si vous touchez encore Emma, si vous me faites un autre commentaire raciste, si vous essayez encore d'intimider quelqu'un d'autre dans cette école, je ferai en sorte que ce qui vient de vous arriver ressemble à un échauffement. Vous me comprenez ?» Théo a hoché la tête rapidement, son arrogance antérieure complètement disparue. Le sang coulait toujours de son nez et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les levait dans un geste de reddition. « J'aurais pu te casser le nez, » a continué Léa, sa voix toujours anormalement calme. « J'aurais pu te briser les côtes ou te disloquer l'épaule. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas comme toi. Je ne blesse pas les gens pour le plaisir ou pour me sentir mieux. Je ne me bats que pour me protéger et protéger les gens qui me sont chers. » Elle a baissé les yeux sur Maxime et Lucas, qui étaient toujours allongés sur le sol. Maxime essayait lentement de s'asseoir, son visage pâle et moite, tandis que Lucas restait immobile, fixant le plafond avec une expression hébétée. « Ça vaut aussi pour tes amis, » a dit Léa. « Vous trois allez me laisser tranquille à partir de maintenant. Vous allez laisser Emma tranquille. Vous allez arrêter de vous en prendre aux autres élèves qui ne peuvent pas se défendre. Et si j'entends dire que vous avez causé des problèmes à quelqu'un d'autre, je viendrai vous chercher. » La foule de spectateurs s'était agrandie pour inclure au moins 50 élèves, et ils regardaient tous Léa avec un mélange de crainte et de peur. Certains d'entre eux avaient leur téléphone sorti, enregistrant les conséquences de la confrontation, tandis que d'autres chuchotaient avec enthousiasme à leurs amis ce dont ils venaient d'être témoins. Emma s'était relevée et se tenait à côté de Léa, son visage rayonnant d'admiration et de gratitude. Elle avait une petite coupure sur le front à l'endroit où elle avait heurté les casiers, mais sinon, elle semblait indemne. « Tu vas bien ?» a demandé Léa, sa voix devenant immédiatement douce et inquiète alors qu'elle se tournait vers son amie. Emma a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes de soulagement. « Je vais bien, mais Léa, c'était incroyable. Je n'avais aucune idée que tu pouvais faire ça. » Léa a senti son visage rougir d'embarras. « Je ne voulais pas que personne le sache. Je n'ai jamais utilisé mon entraînement comme ça auparavant. »« Eh bien, je suis contente que tu l'aies fait, » a dit Emma, tendant la main pour serrer la main de Léa. « Merci de m'avoir protégée. » Le bruit de pas qui approchait a fait que tout le monde s'est tourné pour voir Monsieur Durand, le proviseur adjoint, se frayer un chemin à travers la foule avec une expression sévère sur son visage. C'était un grand homme aux cheveux gris, avec des lunettes à monture métallique et une réputation d'être strict mais juste. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé, sa voix coupant le bavardage excité des élèves. « Pourquoi y a-t-il 3 garçons par terre et pourquoi Dubois a-t-il du sang sur le visage ?» Avant que personne ne puisse répondre, une douzaine de voix ont commencé à parler en même temps, chaque élève étant désireux de partager sa version de ce qui s'était passé. Monsieur Durand a levé la main pour demander le silence, puis a regardé directement Léa. « Mademoiselle Nakamura, » a-t-il dit, sa voix étonnamment calme. « Je suppose que vous allez me dire que vous avez agi en état de légitime défense. » Léa a hoché la tête, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Oui, monsieur. Théo a attrapé Emma et l'a poussée dans les casiers. J'essayais de la protéger.
Monsieur Durand a regardé autour de lui la foule d'élèves dont beaucoup acquiesçaient en accord avec l'histoire de Léa. Il travaillait au lycée Jules Ferry depuis 15 ans et il avait déjà vu le genre de Théo Dubois. Il savait aussi que Léa Nakamura n'avait jamais eu de problème, alors que Théo et ses amis avaient un dossier rempli de rapports disciplinaires. Quelqu'un d'autre a-t-il vu ce qui s'est passé? A-t-il demandé. Un chœur de voix a confirmé l'histoire de Léa. Plusieurs élèves se portant volontaires pour dire qu'ils avaient vu Théo déchirer son blouson et saisir le poignet d'Emma. Monsieur Durand a écouté attentivement, son expression devenant plus sérieuse à chaque témoignage. Dubois, a-t-il dit finalement se tournant vers Théo, vous et vos amis devez vous rendre à l'infirmerie. Ensuite, vous viendrez dans mon bureau pour discuter de votre suspension. Le visage de Théo est devenu pâle. Suspension, mais c'est elle qui nous a frappés. Après que vous ayez agressé une autre élève, a répondu monsieur Durand sèchement, nous avons une politique de tolérance zéro pour le harcèlement dans cette école et il a apparemment fallu que quelqu'un soit blessé pour que vous appreniez cette leçon. Alors que Théo et ses amis s'éloignaient en boitant vers l'infirmerie, monsieur Durand s'est retourné vers Léa. Mademoiselle Nakamura, je devrais également vous parler, mais je tiens à vous faire savoir que, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, vous ne ferez l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Vous avez clairement agi pour vous défendre et défendre une autre élève. Léa a senti une vague de soulagement la submerger. Merci, monsieur. Cependant, a continué monsieur Durand, je suis curieux de connaître vos antécédents en arts martiaux. C'était une technique impressionnante. J'étudie le karaté Shotokan depuis la plus grande partie de ma vie, a admis Léa. Mais je n'ai jamais eu à l'utiliser dans un vrai combat auparavant. Monsieur Durand a hoché la tête pensivement. Eh bien, j'espère que vous n'aurez plus à l'utiliser. Mais je suis content que vous ayez su comment vous protéger et protéger votre ami. Alors que le proviseur adjoint s'éloignait et que la foule commençait à se disperser, Emma a saisi le bras de Léa avec enthousiasme. « C'était incroyable », a-t-elle chuchoté. « Tu as bougé comme quelque chose sorti d'un film. Où as-tu appris à te battre comme ça ?» Léa a souri timidement. « Mon sensei là-bas à Marseille. Il m'a toujours dit que le meilleur combat est celui qu'on n'a jamais à avoir, mais si on doit se battre, il faut y mettre fin rapidement et de manière décisive. »« Eh bien, tu y as certainement mis fin, » a dit Emma en riant. « As-tu vu la tête de Théo quand tu l'as frappé? Je ne pense pas qu'il pouvait croire ce qui se passait. » Au cours des jours suivants, la nouvelle de la confrontation s'est répandue dans le lycée Jules Ferry comme une traînée de poudre. Les élèves qui n'avaient jamais parlé à Léa auparavant l'approchaient soudainement dans les couloirs, certains pour la féliciter et d'autres simplement pour satisfaire leur curiosité au sujet de la fille calme qui avait vaincu le star de l'équipe de rugby de l'école. L'histoire a pris de l'ampleur au fil des récits, chaque version devenant plus dramatique et exagérée. Certains élèves ont affirmé que Léa avait jeté Théo à l'autre bout du couloir, tandis que d'autres ont insisté sur le fait qu'elle avait utilisé une sorte d'ancienne technique d'épée japonaise. La vérité était déjà impressionnante, mais la légende qui s'est développée autour d'elle l'était encore plus. Théo Dubois et ses amis sont retournés à l'école après une suspension de 3 jours, mais ils étaient des personnes complètement différentes. Théo marchait dans les couloirs, la tête baissée, évitant le contact visuel avec les autres élèves. L'arrogance avait disparu de sa démarche et il semblait avoir vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques jours. Maxime et Lucas restaient près de lui, mais eux aussi semblaient soumis et prudents. Plus important encore, le harcèlement a cessé complètement. Pas seulement contre Léa, mais aussi contre les autres élèves. La nouvelle s'était répandue qu'il y avait quelqu'un au lycée Jules Ferry qui ne tolérerait pas ce genre de comportement. Et l'atmosphère de l'école a commencé à changer pour le mieux. Léa s'est retrouvée dans la position étrange d'être à la fois crainte et respectée. Les élèves acquiesçaient respectueusement quand ils la croisaient dans les couloirs, et certains des enfants plus jeunes et plus vulnérables la recherchaient quand ils avaient des problèmes avec des brutes. Elle n'a plus jamais eu à utiliser ses compétences en arts martiaux,
mais la simple connaissance qu'elle les possédait semblait suffire à tenir à distance les fauteurs de troubles potentiels. Sa relation avec Emma s'est également approfondie. Elles ont commencé à passer plus de temps ensemble, à étudier à la bibliothèque et à déjeuner à la cantine. Emma a présenté Léa à son cercle d'amis, et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Jules Ferry, Léa a eu l'impression d'appartenir vraiment à un endroit. Un après-midi, environ un mois après la confrontation, Léa se rendait à son casier quand elle a entendu quelqu'un l'appeler par son nom. Elle s'est retournée pour voir Théo Dubois s'approcher, son expression nerveuse et incertaine. « Est-ce que je peux te parler une minute ?» a-t-il demandé, sa voix calme et respectueuse. Léa a hoché la tête, curieuse de savoir ce qu'il pouvait bien vouloir lui dire. Théo a pris une profonde inspiration et l'a regardé directement dans les yeux. « Je voulais m'excuser, » a-t-il dit. « Pour tout. Les choses que j'ai dites, la façon dont je t'ai traité, ce que j'ai fait à Emma. C'était mal et je suis désolé. » Léa a étudié attentivement son visage, cherchant tout signe de tromperie ou de moquerie. Mais tout ce qu'elle a vu, c'est un remords et une honte sincère. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, » a continué Théo, « à la façon dont tu aurais pu vraiment me blesser, mais tu as choisi de ne pas le faire. J'ai réalisé que tu m'as montré plus de miséricorde que je ne t'en ai jamais montré, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Il a fait une pause, semblant lutter avec ses mots. « Je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que j'essaie de faire mieux. Je parle à la conseillère d'orientation de l'école et je travaille sur la gestion de la colère. Je veux être le genre de personne qui protège les gens au lieu de les blesser. » Léa a senti un éclair de respect pour l'honnêteté de Théo. Ça n'a pas dû être facile pour lui d'avaler sa fierté et de l'approcher comme ça. « J'apprécie que tu dises ça, » a-t-elle dit doucement, « et j'espère que tu le penses. »« Oui, » a dit Théo fermement. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que je suis désolé. » Alors qu'il s'éloignait, Léa a ressenti un sentiment de clôture qu'elle n'avait pas prévu. Elle s'était défendue et avait défendu Emma, et elle avait montré qu'il était possible d'être forte sans être cruelle. Le harcèlement avait cessé, l'école était un endroit plus sûr et elle avait trouvé sa place dans le monde. Ce soir-là, alors qu'elle pratiquait son kata dans le jardin familial, Léa a réfléchi à tout ce qui s'était passé. Elle avait appris que parfois, la plus grande force ne venait pas du fait d'éviter les conflits, mais de les affronter avec courage et intégrité. Elle avait découvert qu'elle pouvait être à la fois douce et féroce, à la fois compatissante et redoutable. Plus important encore, elle avait appris que défendre ce qui était juste, même quand c'était difficile ou effrayant, en valait toujours la peine. La fille calme qui avait autrefois essayé de disparaître dans l'arrière-plan avait trouvé sa voie, et le lycée Jules Ferry ne serait plus jamais le même.